14 décembre 2001. Au cœur des montagnes de Tora Bora, en Afghanistan, une équipe de la CIA vient de pénétrer dans une planque anormalement silencieuse. Les agents avancent, courbés, rapides, armes au poing, les yeux qui balaient chaque recoin. Aucune menace, juste une atmosphère lourde et quelques détails qui trahissent une présence récente. Au fond de la pièce, un écran d'ordinateur portable encore allumé. Une chaise repoussée, légèrement de travers, comme si quelqu'un s'était levé précipitamment. Cette quasi-capture n'est pas un cas isolé. Ça s'était déjà produit dans des maisons d'hôtes à Kandahar, dans des villes frontalières comme Spin Boldak, puis dans des planques à travers tout le Pakistan. À chaque fois que le filet se resserrait, il glissait entre les mailles. La CIA et les Navy Seals savaient très bien quel fantôme ils pourchassaient. Ce fantôme s'appelait Abu Zubaydah. Pour le grand public, ce nom ne voulait pas dire grand-chose. Mais pour les services de renseignement, il était partout. Certains pensaient qu'il était le chef des opérations d'Al-Qaïda. D'autres estimaient qu'il en était le recruteur et le gardien. Personne ne savait exactement ce qu'il faisait. Mais une chose était sûre, il comptait. Et à chaque fois qu'on essayait de le coincer, il disparaissait. Qui est Abu Zubaydah? Comment a-t-il réussi à rester en liberté pendant des années en opérant au sein de l'une des plus grandes organisations terroristes du monde? Comment les États-Unis ont-ils finalement réussi à le capturer? Et que lui est-il arrivé ensuite? Voici l'histoire de la traque de 10 ans menée contre le cerveau d'Al-Qaïda. Pour comprendre pourquoi les États-Unis étaient si déterminés à capturer Abu Zubaydah, il faut savoir qui il était et pourquoi tous les grands services de renseignement le recherchaient déjà avant le 11 septembre. Il est né en Arabie Saoudite et a grandi à une époque où des jeunes hommes affluaient en Afghanistan pour rejoindre les Moudjahidines contre les Soviétiques. Ce n'était pas un combattant de terrain, il était quelque chose de bien plus précieux. Il organisait, recrutait et mettait en place des systèmes. Quand la lutte contre les Soviétiques a laissé place à la construction d'un réseau mondial appelé Al-Qaïda, Abu Zubaydah en est devenu l'un des coordinateurs clés. Il a contribué à gérer le camp d'entraînement de Khalden en Afghanistan, un endroit où des milliers de combattants étrangers venus du monde entier venaient se former. Il tenait des registres des stagiaires et décidait qui était suffisamment fiable pour y entrer. Puis le 11 septembre est arrivé et les États-Unis lui ont attribué un statut encore plus élevé. Il a été qualifié de chef des opérations d'Al-Qaïda, de lieutenant de haut rang, de principal recruteur d'Oussama Ben Laden. Certains rapports affirmaient qu'il gérait les finances et la logistique des attaques. D'autres le décrivaient comme le planificateur des opérations futures. S'il pouvait le capturer, il pensait pouvoir faire tomber tout Al-Qaïda. Dès les années 1990, la CIA avait le camp de Khalden dans le viseur. Elle savait que des opérateurs de haut rang y transitaient et planifiaient des opérations contre lui. Mais à chaque fois que les forces spéciales se préparaient à intervenir, le camp se vidait. Les membres disparaissaient dans les montagnes. Les bâtiments étaient vidés et les documents brûlés, comme si quelqu'un à l'intérieur savait toujours exactement quand partir. Quand les forces américaines ont finalement atteint Khalden après le 11 septembre, elles l'ont trouvé abandonné. Les tentes étaient démontées. Des traces de pas de combattants s'enfonçaient vers les montagnes. Ils ont trouvé des carnets, des nattes de couchage, de fausses identités, mais aucune cible de valeur. Ils avaient quelques jours de retard. Abu Zubaydah était déjà loin, ce serait le premier d'une longue série d'échecs. Un schéma se mettait en place. À chaque fois que les Américains s'approchaient, ils disparaissaient. La traque ne s'arrêtait pas aux montagnes. Khalden était isolé, mais les villes, c'était censé être différent. À Peshawar et à Karachi, la CIA pensait qu'il serait plus facile de le pister grâce à des informateurs, des écoutes téléphoniques et des unités de surveillance. Il suivait des courriers qui lui étaient liés. Il surveillait des planques. Il filait des véhicules dans des rues bondées. Lors d'une opération, des agents ont suivi un courrier jusqu'à une rencontre dans un quartier animé. Ils ont suivi le véhicule de près dans la circulation. Ils étaient prêts à intervenir. Puis la voiture a fait un arrêt inattendu. Une foule a envahi la rue, une deuxième voiture s'est glissée à côté. En un instant, les identités ont été échangées. Quand les agents ont voulu avancer, Abu Zubaydah était parti. Un homme ordinaire se trouvait dans la voiture. Pas de violence,
pas de course-poursuite, juste une contre-surveillance précise et parfaitement rodée. Il utilisait des leurres, des itinéraires alternatifs, des sorties rapides, des boucliers humains. Il comprenait la logique de la traque aussi bien que n'importe quel service de renseignement. Après le 11 septembre, la pression était immense. Les États-Unis venaient de subir la pire attaque de leur histoire. Le gouvernement voulait des noms, des réponses et des résultats vite. Chaque agence s'activait pour reconstituer comment 19 pirates de l'air avaient réussi à passer à travers les mailles de la sécurité. Comment le complot avait été financé et coordonné et qui pourrait planifier la prochaine attaque. À l'anglais, un nom revenait sans cesse. Abu Zubaydah. Il n'était plus seulement une cible, il était devenu une obsession. Après des années de quasi-capture, les États-Unis ont décidé de changer d'approche. On a mis la prudence de côté et les agences gouvernementales ont été inondées de financement. Abu Zubaydah était désormais considéré comme l'une des pièces les plus précieuses du réseau. La CIA était convaincue que sa capture pourrait faire s'effondrer tout le système. Ils ont commencé à travailler de manière bien plus agressive avec les services de renseignement étrangers. John Kiriakou était à la tête de cette traque. On a appris par nos amis d'en face que Abu Zubaydah se trouve quelque part dans le pays. Il faut qu'on le chope. Et moi je leur dis, les gars, ce pays a la taille du Texas. Il y a 150 millions d'habitants. Qu'est-ce que vous voulez dire par « il est quelque part au Pakistan ». Il faut le choper. Il a contacté un ami analyste de ciblage à la CIA et lui a demandé de prendre le premier avion pour le Pakistan. Pour réduire le champ de recherche, l'analyste a mis en place un tableau avec Abu Zubaydah au centre et toutes les informations collectées autour. En quelques jours, ça ressemblait à une toile d'araignée dense. Et pourtant, il ne parvenait à réduire sa localisation qu'à 14 sites probables. Le plan était simple, au moins sur le papier. Les 14 sites seraient frappés simultanément. John Kiriakou a demandé des financements colossaux au gouvernement américain et, à sa grande surprise, ils ont été rapidement approuvés. La plupart des 14 sites semblaient modestes et discrets, mais l'un d'eux se démarquait. Une grande maison jaune vif à Faisalabad. Les volets hermétiquement fermés malgré la chaleur. Ils l'ont baptisé Site 12 et y ont affecté des agents supplémentaires. L'heure était venue. À 2h du matin, les équipes se déploient simultanément. Dans la grande maison jaune, des coups de feu éclatent. Le Site 12 est en contact. Dans le chaos, une silhouette tente de fuir par la porte de derrière. L'homme est touché plusieurs fois à la cuisse et à l'aine. Il s'effondre. Dans un premier temps, personne n'est certain de son identité. Son visage ne correspond pas à la photo du passeport qu'ils avaient. Mais après vérification et comparaison de la forme des oreilles, c'est confirmé. Abu Zubaydah est allongé sur le sol, en sang, mais vivant. La priorité bascule immédiatement de la capture à la survie. Il est transféré en urgence dans un hôpital militaire pakistanais où des agents de la CIA se tiennent au-dessus des chirurgiens pour s'assurer qu'il est stabilisé. Quelques jours plus tard, il est secrètement exfiltré du Pakistan, placé à bord d'un avion et transféré vers le premier d'une série de prisons secrètes non officielles appelées Site Noir. Pas de procès, pas de communiqué, pas de déclaration officielle. La traque publique d'Abu Zubaydah était terminée. Avant même que son interrogatoire débute, Abu Zubaydah disparaît dans le réseau des sites noirs, des prisons secrètes qui n'existent pas officiellement, gérées avec l'accord tacite du gouvernement américain, souvent dissimulées à l'intérieur de bases militaires. Au fil des années, des enquêtes ont permis d'identifier des sites en Pologne, en Roumanie, en Lituanie et au moins un en Afghanistan, connu sous le nom de Salt Pit. Quand Abu Zubaydah disparaît entre les mains de la CIA, son statut change instantanément. Il n'est plus le fantôme qu'on ne pouvait pas attraper. Il devient le premier détenu de haute valeur du programme que l'agence appelait le programme de capture, de détention et d'interrogatoire. Un système construit dans l'urgence qui a suivi le 11 septembre. Un système qui autorisait des mesures extrêmes pour obtenir des renseignements par tous les moyens nécessaires. Abu Zubaydah a été soumis à un ensemble de méthodes que la CIA qualifiait de techniques d'interrogatoire renforcées, des méthodes qui repoussaient les limites légales de la torture à l'extrême. Il a été soumis au simulacre de noyade 83 fois en un seul mois. Il a été maintenu en privation de sommeil prolongé, parfois jusqu'à près de 100 heures d'affilée, forcé dans des positions de stress pendant de longues périodes.
projetés contre un mur dans une technique appelée le walling, parfois enfermés dans de petites boîtes, ce qu'on appelait la stratégie du cercueil, placés dans des pièces extrêmement froides, soumis à des lumières et des bruits contrôlés, soit une lumière aveuglante et un son assourdissant, soit une obscurité et un silence total, nourris en quantité minime pour le maintenir constamment affamé. Chaque étape était documentée et justifiée en interne, comme une nécessité pour éviter une nouvelle attaque. Sur le papier, c'était légal. Dans la pratique, c'était une autre affaire. Des années plus tard, les cassettes vidéo des interrogatoires de la CIA ont été détruites. Des enquêtes ont été ouvertes et d'autres agences gouvernementales ont commencé à s'interroger sur ce qui s'était passé à l'intérieur de ces sites noirs. Senate Intelligence Committee Democrats claimed the agency brutalized terror suspects, misled Congress and the White House. Some of the tactics that were written about in the Senate Intelligence Report were brutal, and as I've said before, constituted torture in my mind. Mais la vraie question demeurait, est-ce que le programme a vraiment fonctionné ? Dans les années qui ont suivi sa capture, le récit que le gouvernement américain dressait d'Abu Zubaydah a changé. L'homme autrefois présenté comme un haut dirigeant d'Al-Qaïda s'avérait être autre chose. Abu Zubaydah était en réalité un facilitateur indépendant dans le monde djihadiste. Moi, je pensais qu'il était le numéro 3 d'Al-Qaïda. Mais l'était-il vraiment ? Il n'avait en fait jamais rejoint Al-Qaïda. Il avait fondé 2 camps d'entraînement d'Al-Qaïda dans le sud de l'Afghanistan. Il avait fondé la Maison des Martyrs, une planque à Peshawar, au Pakistan. Il était la logistique d'Al-Qaïda. Si vous aviez besoin d'un faux passeport, d'un billet d'avion, d'un billet de bateau, d'armes, d'un virement d'argent, c'était lui. Mais il n'avait jamais rejoint Al-Qaïda. Il n'avait jamais prêté allégeance à Oussama Ben Laden. Si la première évaluation était fausse, dans quelle mesure les méthodes de torture utilisées sur Abu Zubaydah étaient-elles justifiables ? Et pourquoi est-il toujours incarcéré aujourd'hui ? Jusqu'où un gouvernement peut-il détenir quelqu'un sans procès ? En ce moment même, Abu Zubaydah est toujours à Guantanamo. Après 19 ans, il n'a jamais été inculpé d'aucun crime par le gouvernement américain. Beaucoup de ces hommes étaient innocents de tout crime. Perdre 8, 10, 12 ans de sa vie pour rien, c'est inexcusable.